Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre et Plume. Vendredi 19 avril 2024, Monsieur et dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine littéraire et scientifique Encre et Plume. Ce soir, nous parlons culture, intégration, migration avec l'invité du jour, professeur Priscilla Kasongo. Bonsoir professeur, bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir Katia. L'intégration socio-culturelle des migrants congolais à Bruxelles, rôle et impact du milieu associatif. Tel est le titre de son œuvre scientifique. On en parle tout à l'heure, mais avant ça, place à la biographie. Donc moi je suis Kasongo Diosso Priscilla, je suis professeure à l'Université pédagogique nationale et à l'Université catholique du Congo. Je suis diplômée en information et communication de l'Université catholique de Louvain où j'ai défendu ma thèse en 2020, thèse qui portait sur l'identité belgo-congolaise. Voilà, je travaille en général dans le domaine de la communication, donc comme je le disais au niveau universitaire et comme chargée de communication dans l'ASBL Pont Santé Afrique, qui s'occupe de la santé, notamment de la lutte contre la tuberculose en RDC. Encre et Plume avec Katia Devel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur B1 FM. À présent que nous connaissons qui est l'auteur, résumé de l'œuvre. L'intégration des migrants en Belgique est souvent abordée du point de vue socio-professionnel ou scolaire. Encore peu d'études s'épanchent suffisamment sur la dimension socio-culturelle du sujet. C'est ces derniers aspects que nos recherches ont voulu mettre en exergue. Nous nous sommes intéressés au cas particulier des migrants d'origine congolaise, RD Congo, à Bruxelles. En effet, la capitale belge est une ville cosmopolite où la diversité culturelle considérable offre de nombreuses opportunités pour les contacts interculturels. Ainsi, nous avons cherché à savoir comment, dans cet environnement pluriculturel, les membres de cette communauté arrivent à s'adapter culturellement à travers leurs contacts quotidiens. De plus, le milieu associatif joue un rôle important dans l'intégration de populations d'origine subsaharienne en Belgique. Nous avons entrepris de concentrer notre analyse avec une attention particulière sur les compétences interculturelles acquises dans ces cadres. Vous trouverez ainsi dans cet ouvrage un résumé sur la méthode utilisée, les termes de référence en rapport avec l'étude, une description de données de terrain et les résultats d'analyse. Nous connaissons qui est l'auteur et de quoi parle son livre, place aux questions. Professeur, pourquoi le choix porté sur l'étude des immigrants? J'ai décidé de parler des migrants congolais parce que, étant aux études en Belgique, donc en master à l'Université catholique de Louvain, j'étais en préparation de ma thèse, de mon sujet de thèse, et je voulais que mon sujet soit lié à la communauté congolaise de Belgique, en tout cas au Congo, à la RDC. Et donc, vous comprenez bien que autant nous sommes peuple quand nous sommes dans notre pays, la RDC, là-bas on est une communauté d'issue de l'immigration. Et donc parler de l'immigration, c'est fait un peu comme par défaut. Et spécifiquement pour la communauté congolaise. J'avais le choix aussi de parler d'un sujet qui était spécifiquement lié à notre vie en RDC, mais ce que je voulais, c'est que ça reflète aussi nos réalités vécues à l'extérieur. Donc voilà. Vous dites avoir fait un choix entre migration ou immigration. Et vous avez opté pour la migration finalement. C'est quoi la migration? Alors oui, immigration, migration.
Le choix a été porté sur la migration parce que immigration déjà est beaucoup plus utilisée, on va dire, déjà dans des contextes qui sont anglophones. Ils vont parler d'immigrants plus qu'ils vont parler de migrants, alors que dans les contextes francophones, on parle plus de migrants. Donc j'étais dans un contexte francophone, je me suis adaptée à ça. Aussi, dans le contexte francophone, le terme immigrant ou immigration a tendance à porter quelque chose d'extérieur. Donc, vous voyez bien que moi, mon optique était vraiment très individuelle, au niveau vraiment de l'individu. Et donc, parler d'immigrants, c'était parler de quelque chose qui venait d'une personne et d'un processus qui était vraiment venu de l'extérieur. Ça ne permettait pas de parler des réalités que vivaient ces personnes sur le territoire belge. Et donc, pour ne pas trop aller sur ces dimensions un peu péjoratives, il faut le dire, d'une immigration très externe, j'ai préféré parler plutôt de migration. Vous abordez le point sur l'immigration subsaharienne et congolaise en Belgique. De façon générale, les causes des migrations sont les mêmes. Pour ces deux cas, y a-t-il de points divergents et communs? Oui, alors les migrations subsahariennes, c'est l'immigration donc d'Afrique noire de manière générale, ou de l'Afrique en dessous du Sahara. Et bon, ce sont des migrations africaines. Donc d'un point de vue économique, c'est toujours la même chose. On part de pays qui sont peut-être moins développés d'un point de vue économique. On a envie d'une sécurité financière plus importante pour sa famille ou pour soi-même. Et donc on va dans des pays occidentaux ou européens parce qu'on y trouve un certain confort économique. Et je pense que de manière générale, pour l'Afrique, c'est plus ou moins ça. Maintenant, pour la migration congolaise, c'est vrai que c'est particulier parce que la migration congolaise en Belgique, c'est une histoire, c'est, si vous voulez, le prolongement d'une histoire coloniale entre la Belgique et le Congo. Et donc, ce n'est pas seulement le besoin d'un certain confort économique, mais aussi le prolongement de notre histoire coloniale. Cette histoire coloniale, elle existe dans plusieurs familles congolaises comme une histoire familiale. Donc c'est aussi un prolongement. Et puis la spécificité de la migration congolaise, c'est que c'est une migration, on va dire. Je pense que s'il en était autrement, les Congolais ils auraient pas migré, parce qu'on a commencé à migrer parce qu'il y a eu une forte instabilité économico-socio, mais surtout politique dans les années 90. Et donc on a commencé à migrer beaucoup à ce moment-là. Je pense qu'elle se serait pas faite autrement. Et aussi c'est une migration qui est une migration, en tout cas à l'époque, qui était une migration d'élite. C'est quand même assez particulier par rapport aux autres communautés immigrées en Belgique. C'était vraiment une migration d'élite. C'était des gens qui poussaient les études plus loin, qui étaient aux études, mais des études de niveau avancé. Donc, à ce niveau-là, la particularité est spécifique. C'est des migrations de formation universitaire, de formation pour aller faire des doctorats, etc. Et donc, ça n'a pas généré la même diaspora, en tout cas pas à l'époque. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais c'est pas à l'époque. Et donc, ça crée effectivement une migration congolaise en Belgique qui est spécifique de ce point de vue-là. Donc, selon faut dire, la migration de nos jours a pour cause l'aspect économique. En général, elle a un aspect économique. Les migrations on va dire sud-nord, donc qui partent du sud pour aller vers le nord, en général, sont des migrations de préoccupation économique, en général. Pour la migration congolaise, ça a changé, puisque, encore une fois, les dynamiques se sont un peu diversifiées. Aujourd'hui, la migration congolaise n'est plus qu'en Belgique, mais dans beaucoup d'autres pays différents. Et les causalités peuvent être vraiment diverses et variées. Aussi parce qu'on a eu une histoire migratoire un peu plus longue aussi, peut-être par rapport à d'autres pays. Alors, on a cette question de plus. Quelle différence existe entre une socialisation primaire et une socialisation secondaire dont vous faites mention dans votre livre? Dans le livre, effectivement, je parle d'une socialisation, oui, primaire et secondaire, parce que le livre aborde les jeunes de deuxième génération, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés en Belgique de parents migrants congolais. Et c'est vrai qu'en faisant la différence entre les jeunes et leurs parents, on se rend compte que les parents, eux, ont subi une socialisation primaire, donc congolaise, et une socialisation secondaire en Belgique quand ils sont arrivés parce qu'il y avait des besoins d'intégration. Alors que leurs enfants, eux, ont une socialisation primaire qui est, on va dire, métissée, belgo-congolaise par défaut, parce qu'il y a leurs parents d'un côté et la société belge de l'autre côté. Et donc la socialisation primaire, vous comprenez bien que c'est la socialisation qui est faite par le petit enfant. Quand il est tout petit, l'apprentissage des règles culturelles, des normes, des façons d'être, c'est la toute première socialisation. Et il se peut qu'une personne soit face à une socialisation secondaire lorsque, par exemple, on va en migration et qu'on doit apprendre le nouvel environnement dans lequel on est en train de vivre. On subit, oui, je vais dire ça comme ça, une deuxième socialisation qui est tout aussi, elle est importante. C'est pas juste un apprentissage comme on en fait
dans la vie de manière générale, mais c'est vraiment une façon d'être, de vivre qui va un peu modifier quand même la socialisation primaire. Et donc, on l'appelle une socialisation secondaire parce qu'elle arrive à un moment charnière de la vie et qu'elle bouge, on va dire, des catégories d'identification qui sont fondamentales chez l'être humain. Cette catégorisation de la socialisation primaire et secondaire vient de vous ou vous l'avez tirée quelque part? Non, ça existe. C'est les sociologues savent ce que c'est, des socialisations primaires et secondaires. Mais on va dire qu'en général, on parle de socialisation primaire parce qu'on parle de ce qui se passe dans la famille quand on éduque le petit enfant. La socialisation secondaire peut arriver, mais voilà, c'est pas très abordé parce qu'il n'y a pas toujours des situations de vie qui l'imposent. Par contre, dans le domaine de la migration, oui, effectivement, c'est pas neuf. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe, oui. À la suite de vos recherches, êtes-vous capable de nous dire quelle politique gouvernementale est appliquée à l'égard des immigrés congolais et quel type d'accueil la société belge les réserve? Politique gouvernementale congolaise. Oui. Quelle politique gouvernementale est appliquée à l'égard des immigrés congolais, premièrement? Au niveau du Congo, alors, si on parle des immigrés congolais en Belgique ou à l'étranger, sauf erreur de ma part, il n'y a pas vraiment de politique qui est appliquée. Les migrants, le migrant congolais, il sort du Congo tant bien que faire se peut, grâce à des moyens qui sont souvent des moyens personnels, familiaux. Et puis, bon, ils arrivent à l'étranger, ils se débrouillent comme ils peuvent. Le gouvernement congolais, c'est pas celui-ci, hein, c'est vraiment depuis qu'on a un gouvernement, Depuis l'indépendance? depuis tout le temps, il n'y a pas eu réellement de politique clairement définie sur la gestion des personnes qui sortent du territoire et qui vont à l'étranger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir de la Belgique et à partir de tous les endroits où les Congolais vont, puisque c'est un peu naturel que les communautés s'organisent entre elles, il y a une forme d'organisation, mais qui part vraiment des communautés. Ça ne part pas vraiment, c'est pas une initiative gouvernementale particulière. Maintenant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le gouvernement qu'on a actuellement, sous le président Tshisekedi, est quand même un gouvernement qui est très orienté vers la diaspora. Mais je ne vois pas encore une politique claire qui est vraiment définie par rapport aux personnes qui sortent du pays, qui deviennent diaspora ou qui sont effectivement diaspora à l'heure actuelle. Alors, la deuxième question parlait de... Quel type d'accueil la société belge réserve aux migrants congolais? De manière générale, l'accueil en Belgique, il est alors à la fois réglementé et à la fois un peu difficile. Il est réglementé parce que la Belgique, elle, a une politique pour la gestion des immigrés. Elle a une politique pour la gestion des immigrés, de tous les immigrés, qu'ils soient congolais, afghans, ukrainiens ou que sais-je. Parce que étranger qui vient sur son sol. Tout étranger qui vient sur le sol belge. Il y a une politique, il y a des organismes qui sont mis en place. C'est très bien défini. Et je veux dire, si vous suivez les élections, que ce soit en Belgique ou en Europe, la question de l'immigration est toujours une des questions fondamentales parce que l'Europe a pensé son rapport à l'immigration. Et donc, de manière générale, elle est là. Par contre, au niveau personnel, je veux dire au niveau individuel, au niveau de la communauté, c'est peut-être un peu différent. Parce que après il y a beaucoup de lourdeur dans le système administratif belge, qui est un système administratif assez lourd et qui fait que souvent nos communautés immigrées, toutes les communautés d'Afrique subsaharienne et notamment la communauté congolaise, a peut-être un peu de mal à suivre sur on va dire son institutionnalisation dans la société belge, ou oui, son institutionnalisation pour prendre une place institutionnelle bien claire. Mais à la base, c'est réglementé. Les choses peuvent très très bien se passer parce qu'il y a des règles, il y a des mécanismes qui sont mis en place et même des opportunités. Mais comme Mireille Tchéoussi-Robert le disait dans sa publication, c'est souvent très compliqué, même quand les opportunités, les dispositifs sont mis en place, pour une personne de la communauté d'aller récupérer ces opportunités parce que des fois, l'accès à l'information est rendu difficile. Alors, est-ce que c'est la société belge ou est-ce que c'est la communauté? Je pense que les responsabilités peuvent être partagées. Mais bon, voilà. Vous êtes congolaise, vous avez fait vos études en Belgique. Avez-vous été victime du racisme? Alors, moi, j'ai vécu un certain nombre d'expériences comme des expériences de racisme. Je vais les dire comme ça, parce que le racisme, c'est aussi une expérience, il faut le reconnaître, qui est très subjective. Ça dépend vraiment de comment vous le prenez.
Et ce qu'il faut dire, c'est que le racisme, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que je suis arrivée en Belgique, Vous ne connaissez pas le racisme? Non, Kinshasa? Non, je n'expérimentais pas le racisme, donc je ne le connaissais pas. J'avais une idée, je dis ok, le racisme, c'est quand les gens n'aiment pas les autres, hein, on va dire de manière très basique. J'avais une idée, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Et je pense que quand on vit dans son pays, dans un pays comme le Congo, où la majorité de personnes est noire et qu'on fréquente le 3/4 du temps des personnes noires, en vérité, on ne vit pas le racisme. Il faut vraiment être sur un sol étranger, à majorité de population blanche, et de se retrouver en tant que minorité noire pour comprendre ce que c'est le racisme. Justement, c'était le cas pour vous. Oui, c'était le cas pour moi. Donc j'ai vécu des expériences que moi j'ai associées au racisme. Le jour où j'ai compris que j'étais dans une ville européenne dont je tais le nom, et j'étais là pour quelques mois. Pour un apprentissage, j'étais là pour quelques mois et je me rends compte que les gens ne se mettent pas directement à côté de moi. Dans un premier temps, vous vous dites c'est pas grave, il y a beaucoup de place dans le bus, les gens dans le bus, ils rentrent, ils se mettent là où ils veulent. Au fur et à mesure que les semaines passent et que ça se répète à chaque fois, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous comprenez, alors là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais pas encore une idée claire. Mais en arrivant en Belgique, en vivant ça au quotidien et aussi en ayant des interactions avec des personnes qui vivent en Belgique depuis longtemps, vous mettez un mot dessus. Vous mettez un mot sur votre réalité. Mais c'est effectivement, moi je ne l'ai pas perçu dans un premier temps parce que je n'ai jamais connu avant de vivre en Europe le fait d'être mis de côté ou d'être traité différemment parce que j'avais une couleur de peau différente. Ça m'était complètement étranger. Et à ces moments-là, comment vous vous comportez? Comment vous vous ressentez? Dans un premier temps, personnellement, ça a été beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que, de mon point de vue, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Ma couleur de peau, je ne peux pas la troquer. Oui, je peux mettre un produit éclaircissant, mais bon, ma couleur de peau, je peux pas la troquer. Mon type de cheveux, je peux pas le troquer. Il y a tellement de choses que je peux pas changer. Si vous n'êtes pas content avec moi par quelque chose qui est lié à mon comportement, je peux le changer. Mais si c'est lié à ma génétique, à ce que je suis, oui, un profond sentiment d'injustice et donc de la colère, oui. Après, ça a été géré parce que on comprend bien que... Vous avez fait avec. C'est pas tant faire avec, c'est comprendre ce que c'est le racisme. Quand vous comprenez que dans le racisme, il y a beaucoup de méconnaissance de l'autre, qu'il y a beaucoup d'incompréhension, qu'il y a aussi des histoires qui se racontent de génération en génération dans des familles et dans des peuples entiers, vous comprenez que c'est pas la faute de la personne en face de vous. C'est une responsabilité qui est beaucoup plus large sur des fois le discours médiatique. Il y a un discours... Le racisme est-il basé sur les préjugés? Toujours. Mais les préjugés ne viennent pas toujours de la mauvaise foi et c'est ça qui est important pour gérer le racisme. Parce que quand vous êtes en face d'une personne qui a une pensée raciste ou une attitude raciste, il faut savoir justement faire la différence entre le racisme et la personne qui le pratique. Ça aide. Fidèles auditeurs de BioAnifem, vous suivez Encre et Plume, l'intégration socio-culturelle des migrants congolais à Bruxelles du professeur Priscilla Kassongo est notre sujet du jour. Nous poursuivons avec cette question. En quoi consiste, professeur, un cycle migratoire? Le cycle migratoire, c'est Dacetos. Je pense que c'est la théorie de Dacetos. C'est un processus d'évolution du migrant. Et donc, dans le cycle de Dacetos, vous avez au départ le migrant qui arrive, donc qui est primo-arrivant, qui arrive, qui s'adapte. Vous avez une partie du processus d'arrivée dans le pays, donc de départ du pays d'origine et d'arrivée dans le pays d'accueil. Et vous avez vraiment la première phase où on essaye d'apprendre le milieu et de s'accommoder au milieu. Dans la deuxième phase,
phase, on trouve des mécanismes d'adaptation et il se peut que dans la troisième phase, si la deuxième est bien réalisée, on ait une intégration aboutie. Maintenant, on peut appeler ça acculturation selon les écoles, mais une intégration aboutie. Et donc, c'est le cycle migratoire, si vous voulez, c'est une histoire. C'est une histoire de la migration d'une personne ou même d'une communauté. En parlant des associations africaines existantes en Belgique, qui sont formées sur base nationale, donc ethnique, vous dites que leur perspective tournée davantage vers les pays d'origine que vers le pays d'accueil a fragilisé les statuts de ces associations à l'égard des autorités publiques belges, réduisant ainsi leur crédibilité et entraînant leur existence précaire. Donc les associations sont précaires et pas reconnues en Belgique? Oui, il y en a. Alors, il faut voir que c'est quelque chose qui a quand même évolué. Mais c'est vrai que quand on regarde les associations qui ont été mises en place par les primo-arrivants et les primo-arrivants qui sont arrivés, on va dire, dans les années 70, 80, jusqu'à 90, c'est effectivement des associations qui tentent de conserver un vécu de ce qu'on vit dans le pays d'origine, c'est-à-dire la RDC, donc le Congo. Et le problème de cette perspective qui est tournée vers le pays, c'est qu'on oublie que cette association-là, même si elle est tournée vers la production ou on va dire le vivre ensemble congolais, cette association se trouve sur le sol belge. Et donc quelque part elle doit répondre à des critères qui sont des critères belges d'admissibilité, de fonctionnement et aussi au milieu dans lequel elle est implantée. Et ça, lorsqu'on oublie ça, effectivement, on se retrouve dans une situation où on veut bien faire pour une communauté, mais le regard est tourné vers ailleurs. Et donc ça, on manque même des fois des opportunités qui auraient pu faire que les associations soient mieux implantées dans le paysage belge. Mais comme je le dis, ça a beaucoup évolué. Quelles sont les associations où vous avez mené vos entretiens? Il y en avait deux. Il y avait l'ASBL MEDES et la DAE, c'était Dialogue Afrique-Europe. Parlons de l'intégration socioculturelle des migrants congolais à la phase pré-migratoire. Pour les pays d'accueil, un mot, c'est la désillusion. Qu'est-ce qui leur pousse à dire ça? Pourtant, du côté des migrants, ils disent ne pas avoir eu de désillusion. La désillusion dans la phrase pré-migratoire, c'est souvent, alors je vais caricaturer, c'est vraiment partir d'ici en disant l'Europe c'est bien, l'Europe c'est là où je vais pouvoir avoir des opportunités économiques, des opportunités de me construire moi, de construire ma famille, de trouver un boulot, de pouvoir vivre simplement. Et lorsque vous arrivez, vous trouvez encore de nouveau un environnement pas qui n'est pas chaleureux, mais qui a ses propres contraintes, et des fois, des coïncident pas toujours avec vous, votre façon de voir les choses. Donc, il y a une désillusion. Il y a une désillusion de, je pensais pas que ce serait aussi compliqué que ça. Je pensais pas que j'aurais à respecter autant de critères qui peut-être sont un peu difficiles à respecter pour moi. Et donc, la désillusion, elle est là. Donc, les Congolais, en quittant le sol du Congo, ne sont pas informés sur les réalités vécues propres à la Belgique? Non, pas de mon point de vue. Je pense qu'ils le sont pas, parce que il n'y a pas d'organisation pour ça. Vous voyez, les seules informations qu'on a en allant en Europe, c'est quoi? C'est ce qu'on voit à la télé en général, et le discours médiatique, on sait tous les proches qui sont à l'étranger. Pareil. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a une vision médiatique. C'est la vision qu'on a, parce qu'on regarde la télé. Nos proches à l'étranger, c'est une très bonne question. Nos proches à l'étranger, je pense que rarement il y a des discussions longues et laborieuses sur ce que nos proches à l'étranger vivent. Notamment parce que nous, on pose pas beaucoup la question. Tant qu'on nous amène des belles choses, l'Europe, on pose pas beaucoup de questions. Et deuxièmement, parce que les personnes qui viennent de l'Europe, en réalité, n'ont pas envie de vous vendre le fait que là où ils sont, c'est compliqué. C'est de la mauvaise foi? C'est pas de la mauvaise foi. Je pense que dans le type de relation qu'on établit, on se retrouve comme ça. À nous, pas beaucoup poser la question parce qu'en fait, on n'est pas très intéressés. Nous, on veut continuer à avoir cette Europe paradis et que eux, en fait, ils vivent des choses compliquées que des fois, je vous dis, le racisme, il faut savoir mettre le mot dessus. Des fois, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à mettre le mot dessus. Et ensuite, même quand ils mettent un mot dessus, ils n'ont pas envie de revenir ici pour vous dire, ah là là, c'est très compliqué là-bas. Non. Ils veulent vous dire que c'est bien, ils veulent vous dire qu'ils sont bien et qu'ils vivent ce qu'ils ont toujours voulu vivre. Donc, ça amène des discussions où on ne ressort pas les éléments qui nous permettraient, nous, en quittant ici, d'avoir une vue claire. Aussi, il pourrait y avoir des organisations congolaises qui sont organisées pour préparer les jeunes ou les personnes qui sont candidats à l'immigration. Et ça n'existe pas non plus. Ça n'aide pas.
L'appartenance à plusieurs associations est un moyen pour les migrants de trouver l'emploi. Oui, pour certains migrants, c'est plus facile, surtout quand on arrive dans un milieu d'immigration où on ne connaît pas beaucoup de gens. Si vous connaissez des gens, si vous avez de la famille, si vous avez des amis proches, vous avez la capacité de pouvoir leur demander comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'emploi en Belgique. Et alors, vous pouvez effectivement avoir accès à l'emploi. Mais imaginez que vous arrivez, vous ne connaissez personne, vous avez quand même besoin d'avoir accès à l'emploi, vous allez trouver ce qu'on appelle comme une seconde famille. Et les associations font office en général de seconde famille. Ouais. Et donc, ça permet effectivement l'accès à l'emploi, notamment qu'il faut savoir que certaines associations sont des aides à l'insertion socio-professionnelle. Donc, le migrant arrive là et l'association a comme but premier de l'aider à trouver un emploi. C'est son but. Il y a des associations qui sont faites pour ça. C'est les migrants qui vont vers les associations ou c'est les associations qui vont vers les migrants? Le mouvement peut être dans un sens ou dans un autre, mais en général, si vous êtes un migrant et que vous n'avez pas de famille, vous allez trouver des associations et vous allez aller vers les associations. Mais les associations peuvent se mettre aussi à la disposition des migrants en étant en partenariat avec des agences d'offres d'emploi, etc. Sur la problématique de la reconnaissance, vos données nous disent que la reconnaissance institutionnelle est en rapport avec la structure administrative de l'association et les statuts des migrants. Or, pour la RDC, mis à part les accords entre les universités et les accords de coopération culturelle, il n'y a aucun qui régulerait les migrations du Congo vers la Belgique ou qui assurerait certains droits aux migrants congolais en Belgique, comparativement aux migrants marocains, par exemple. Pouvons-nous dire que nos migrants sont abandonnés et livrés à leur propre sort? J'aimerais le dire, mais je ne vais pas le dire. J'aimerais le dire. Si tel est le cas, pourquoi ne pas le dire si tel est le cas? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que il y a pas de politique. On va revenir sur ça. Il y en a pas. Vous l'avez dit tantôt. Ouais, il y a pas de politique. Donc au niveau du gouvernement, c'est pas organisé. Si c'était organisé au niveau du gouvernement, il y aurait eu un soutien de ce côté-là. Mais on sait aussi que notre univers politique est plus compliqué que le fait d'avoir une organisation clairement définie. Je suis sûre qu'il y a des personnalités politiques qui sont impliquées dans des associations pour soutenir la diaspora. Je suis sûre. Mais est-ce que c'est organisé au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, comme une structure bien définie? Ben non. Mais c'est pour ça que je dis que peut-être marcher sur des œufs à ce niveau-là, parce que je suis sûre qu'il y a des personnalités politiques qui s'impliquent pour que ça se passe bien de l'autre côté. Le problème, c'est que ça n'a pas un rayonnement plus grand. C'est ça le problème. Les migrants sont pas vraiment laissés à eux-mêmes aussi. Ce qui me fait tiquer, c'est que on s'organise, hein. En migration, il y a une organisation qui est très importante. Maintenant, oui, il manque une implication étatique, ça c'est clair. La migration congolaise est une migration spontanée, circonstancielle et personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Spontané parce qu'il n'y a pas de programme d'immigration du Congo en Belgique. Vous voyez, il n'y a pas un programme qui dit voilà, pour toutes les personnes qui veulent aller en Belgique, ça c'est un programme qui fait en sorte que avec des financements mixtes belgo-congolais, on va orienter votre parcours d'intégration en Belgique. Il n'y a pas d'organisation comme ça. C'est ça qui fait que la migration est spontanée. C'est pas au dévéloterie. Voilà, la dévéloterie ou encore aux pays comme le Canada où il y a une organisation qui est ciblée, qui est organisée. Notre migration à nous, elle est spontanée. C'est nous qui voulons y aller et on y va. Donc spontané, circonstanciel, ça vient selon les moments. C'est-à-dire que en général, ce n'est pas issu d'un projet de migration. Vous voyez, généralement les gens vous disent bon, je me suis retrouvée dans cette situation qui est une situation économique, sécuritaire ou familiale et j'ai dit je pars. Vous voyez? Mais ce n'est pas, voilà, j'ai une idée sur dans 3-4 ans de voyager, de partir en Europe. Alors je fais un projet. J'établis un projet, j'ai un budget, voilà, qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté, je prends des contacts de l'autre côté. C'est pas un projet, c'est circonstanciel, ça arrive et on le fait. Ensuite, c'est personnel parce qu'évidemment la personne décide. Voilà, c'est ça. Est-ce vrai que la Belgique est l'un des pays européens qui fournit aux migrants tout type de sécurité physique, économique, alimentaire et que sais-je encore? Sur le papier, oui. Seulement sur les papiers. Seulement sur le papier parce qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. En réalité, même si, je l'ai dit tantôt, la Belgique a une politique migratoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de droits qui sont accordés aux personnes qui rentrent sur le territoire belge pour des raisons d'immigration. C'est très bien défini, c'est très bien organisé. Maintenant, je pense, en fonction des pays d'origine, il y a, alors des fois c'est un accès à l'information qui est plus compliqué et qui fait que les migrants se retrouvent finalement dans des situations qui sont précaires. Ou des fois, c'est
vous voyez, la Belgique à elle tout seule ne peut pas réglementer toute seule la migration. Il faut aussi qu'il y ait comme une contrepartie du pays d'origine. Et si le pays d'origine ne fait pas sa part, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Donc, il y a des dispositions qui sont mises en place pour que chaque migrant ait un niveau de vie minimal suffisant. Mais après, il y a des éléments qui sont quand même laissés à la responsabilité, on va dire, des communautés des pays d'origine. Et donc, du coup, ça crée certaines communautés immigrées en Belgique qui sont beaucoup plus précaires que d'autres. Et encore, il faut savoir que pour les migrants, il faut distinguer deux types de migrants. Il y a les migrants UE et les migrants non UE. C'est-à-dire? Donc, il y a les migrants qui sont pas belges, mais qui viennent de l'Union européenne, qui sont toujours migrants finalement sur la base, mais qui ont beaucoup d'avantages parce que c'est fait comme ça, c'est organisé comme ça dans l'Union européenne. Et puis il y a tous ceux qui font pas partie de l'Union européenne. Parmi tous ceux qui font pas partie de l'Union européenne, il y a ceux qui font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont quand même dans l'Europe, où il y a des accords qui sont plus importants entre les pays, et ceux qui font partie de l'Afrique, du reste du monde. Et dans le reste du monde, vous avez l'Afrique, et dans l'Afrique, vous avez le Congo. Vous voyez? Donc, Plus complexe. c'est plus complexe. Disons qu'on fait pas partie de la catégorie la plus avantagée. Les Congolais maîtrisent la langue française, bien qu'en Belgique, ils parlent 3 langues, le français, le néerlandais et l'allemand. La maîtrise orale et écrite de la langue française devrait normalement faciliter l'intégration, mais pourquoi c'est pas le cas? Parce que c'est un préalable et qu'il faut aller plus loin. À l'intérieur de la langue française, il y a aussi une culture. Vous voyez, la culture belge, c'est une culture spécifique qui se retrouve un peu dans la langue, hein, mais il faut pouvoir l'apprendre. Et le seul fait de parler français ne suffit pas. Il y a une culture qui va avec, et il y a oui, je dirais, c'est une question de culture qui fait en sorte que il faut aller peut-être un peu plus loin que ça. C'est un bon prérequis de pouvoir s'exprimer en français, mais c'est pas un prérequis suffisant. Puis après, notre maîtrise de la langue française, elle peut être quelquefois un peu, elle est pas évidente chez tout le monde. Il y a quand même des classes socio-économiques dans notre société où la maîtrise du français est assez moyenne. Donc ça n'aide pas toujours à une bonne compréhension du système. Professeur Priscilla Kassongo, Encre Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci de m'avoir invité. Encre Plume avec Katia Dovel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre Plume sur P1 FM. Vous trouvez votre œuvre et ça se vend à combien? Alors l'œuvre se trouve sur les éditions universitaires européennes. Donc si vous tapez éditions universitaires européennes sur Google, vous le trouvez. Et je pense que c'est aux alentours d'une $20. Sinon, me contactez à mon numéro de téléphone à mon numéro de téléphone professionnel qui est le 0852 310 025 et je pourrais vous organiser un achat s'il faut. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces numéros. Fidèles auditeurs, retrouvez-nous sur nos pages réseaux sociaux Encre Plume, Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube. Encre Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume. Chaque vendredi à partir des 20h. Encre Plume.